RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Martinique Actualité. Patrice Montieu, pour tenter de se disculper, n'a pas hésité tout au long de son procès à dénigrer la jeune femme qu'on l'accuse d'avoir assassinée. Hier, maître Alex Ursulé, qui le défend, a plaidé pendant 2 heures. La cour d'assises de la Martinique a rendu son verdict dans l'affaire de la disparition d'Aude Jean-Alexis. Le seul accusé a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. S'il existe depuis 2012 une législation en matière de recyclage de tout produit d'ameublement, le Covid a été néanmoins l'élément déclencheur d'une nette prise de conscience des industriels et des individus en matière de recyclage. Il n'en demeure pas moins que certaines idées reçues perdurent face à ces matelas recyclés qui passent pourtant dans un four à 160 degrés. C'est une garantie hygiénique non négligeable. Du côté des entrepreneurs, une incertitude demeure concernant leur statut. Sont-ils des recycleurs ou des industriels? Ces questionnements risquent de se renforcer avec la place croissante du traitement des déchets et ces scandales de décharges sauvages. Rappelons que depuis 2012, dans le cadre de la REP, la responsabilité élargie des producteurs, les entreprises d'ameublement sont responsables de l'ensemble du cycle de vie d'un meuble et donc de son recyclage. C'est donc bien la législation qui a mené les entreprises de literie à penser le recyclage de leurs produits et à s'inscrire dans une économie circulaire. Des éco-organismes comme Valdelia s'occupent désormais de récupérer les matelas dans des bennes avec l'accord des collectivités avant de les trier et de les distribuer à des entreprises qui démantèlent et créent de nouveaux produits à partir de ces anciens matelas. Avant l'apparition de ce texte de loi, les matelas étaient enfouis, jetés ou brûlés parce qu'il reste des déchets particuliers. La première étape du recyclage est celle du démantèlement du produit. Or, un matelas est composé de plusieurs matériaux comme la mousse ou les ressorts, d'où la difficulté de recycler un tel produit. En 2014, seuls 10 à 15% des matelas étaient recyclés. Aujourd'hui, c'est 98% parmi les 7500 tonnes de matelas récupérés qui sont recyclés. Toute une filière a ainsi été créée, de l'éco-participation payée par le consommateur lors d'un achat d'ameublement à la transformation en matelas recyclés par exemple. Et à l'initiative du collectif Sauver la vie saline, la déclaration des droits des salines a donc été signée. Ce n'est pas un acte anodin, elle vise à faire en sorte que le site des salines soit reconnu comme entité naturelle juridique, ce qui lui permettrait d'être davantage protégé. Rappelons que plus de 2 millions de personnes se rendent aux salines chaque année. Le personnel des urgences du centre hospitalier universitaire Pierre Zoda-Kitzmann a déposé un préavis de grève. Il estime ne pas avoir les moyens nécessaires pour assurer son service dans de bonnes conditions. Il réclame notamment une meilleure coordination entre les urgences et les autres services de l'hôpital. L'état du système éducatif dans les départements et régions d'outre-mer est préoccupant. L'année scolaire débute une fois encore dans des conditions particulièrement difficiles. C'est pourquoi le SNUP-FSU, un syndicat du premier degré, a donné une conférence de presse la semaine dernière pour le regretter. Toutes les régions ultrapériphériques étaient représentées à cette conférence.
selon le syndicat, la qualité de l'enseignement dans nos régions serait bien inférieure à ce qu'il est en France hexagonale. Le violent tremblement de terre qui s'est produit au Maroc nous a rappelé qu'un puissant tremblement de terre est annoncé pour la Martinique, même si on n'en sait pas la date. C'est l'occasion d'observer qu'à part l'hôpital du François, Mangovulsin et le plateau technique du centre hospitalier universitaire Pierre Zoda-Kittmann, aucun hôpital martiniquais n'est aux normes antisismiques actuelles. Quant à la population, rien n'est fait pour la former. Aucune autorité politique du pays ne réclame la mise en place de cours de secourisme et de préparation aux catastrophes naturelles dans les programmes de l'éducation nationale. Depuis leur apparition en 1880 en France, 60 millions d'enfants sont passés par les colonies de vacances qui sont en réalité nées en Suisse. L'objectif initial commun à toutes les colonies est d'ordre sanitaire. Il s'agit à l'époque d'arracher les enfants pauvres et en mauvaise santé à leur milieu urbain pour les envoyer le temps de quelques semaines estivales chez des paysans au grand air pur de la campagne, de la montagne ou de la mer. En effet, en cette fin de 19e siècle, les enfants des quartiers défavorisés paient un lourd tribut au développement des activités industrielles jusqu'au cœur des banlieues ouvrières. Ils évoluent dans un environnement insalubre où de nombreuses maladies se propagent comme la tuberculose et le rachitisme. Les quartiers riches sont relativement épargnés et les familles qui en ont les moyens envoient les enfants en nourrice à la campagne. C'est au début du XXe siècle qu'une dimension éducative apparaît. Il s'agit d'inculquer l'apprentissage du vivre ensemble et de l'autonomie. L'ambition était de créer une fraternité idéale le temps de la colonie pour la diffuser ensuite dans le reste de la société. Face à l'essor rapide des colonies de vacances au début du XXe siècle, l'État, alors dirigé par le Front populaire, décide de réglementer les structures en 1938 en plaçant les mineurs sous sa protection et en fixant des règles sur l'encadrement et le projet éducatif. Après la Seconde Guerre mondiale, le phénomène connaît ce qui reste dans la mémoire collective comme l'âge d'or des colonies de vacances, grâce à une aide considérable de l'État au cours des années 50 et 60, les écoles, les municipalités, les comités d'entreprise et les associations déploient tous leurs efforts pour faire partir les enfants du baby-boom, c'est-à-dire ceux nés après la guerre en colonie. Depuis les années 90, avec l'allongement de la durée des congés payés des parents, la consommation de masse, le repli de la société sur la structure familiale, la disparition des infrastructures et l'augmentation des prix, les colonies de vacances séduisent de moins en moins. Et on apprend que samedi, le 16 septembre, les agents de la direction de la mer et les gendarmes de la brigade nautique du marin ont interpellé 3 braconniers qui se livraient illégalement à la pêche aux oursins, interdite actuellement. Ils en avaient 500 oursins dans leur embarcation. Leur matériel a été saisi et ils seront traduits devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ils risquent une amende de 22 500 €. Il y a eu plusieurs blessés, mais aucun grave, dans la collision qui s'est produite hier au niveau de Kerlis entre le BHNS et la voiture d'un particulier. Collectivités et services publics sont loin d'être sortis de la tourmente. Alors que le rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, avait assuré que les collectivités ne subiraient pas de contraintes financières supplémentaires, Thomas Cazenave, ministre chargé des comptes publics, a, lui, affirmé qu'elle serait bien associée à la nécessité de réaliser 10 milliards d'économies d'ici à 2027. Par ailleurs, les quelques annonces de la ministre des Solidarités et des Familles lors de la clôture des assises des EHPAD la semaine dernière n'ont pas vraiment répondu aux fortes inquiétudes du secteur.
La situation s'est encore aggravée avec 80% d'EHPAD publics déficitaires et 25% qui ont des difficultés à payer les salaires. Certes, le fonds d'urgence demandé a été créé et commence à se mettre en place, mais que se passera-t-il après ? Quant à la gestion des ressources humaines, elle devient de plus en plus difficile. Les départs de personnel continuent et il y a eu seulement 3000 recrutements l'année dernière, alors que le gouvernement en avait promis 10 000 par an. Et rien d'étonnant à cela puisqu'il faut réaliser des économies. Il est certain que les pouvoirs publics ne peuvent pas à la fois réaliser des économies et mieux rémunérer les personnels des EHPAD, tout en leur assurant des conditions de travail leur permettant de s'occuper convenablement des personnes âgées qui leur sont confiées. Il en va de même pour les crèches publiques. On assiste donc à la privatisation de ces secteurs. Seulement voilà, le scandale d'Orpea et plus récemment celui des crèches ont révélé au grand public les graves dysfonctionnements du privé en la matière. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il s'agit d'entreprises privées, à but lucratif donc, c'est-à-dire que leur principale raison d'être est de réaliser du profit. Il est vrai que les super riches, ceux à qui le gouvernement a consenti de substantiels cadeaux fiscaux, y compris d'ailleurs certains propriétaires d'EHPAD et de crèches privées, ont, eux, les moyens de s'offrir des nurses pour la garde de leurs enfants, ainsi que des professionnels bien rémunérés et triés sur le volet pour les entourer dans leurs vieux jours. À tout point de vue, l'expression « réaliser des économies » ne s'applique pas à eux. O-News Radio sur outremernews.fr.